Chers amis, bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons essayer d'éclairer votre lanterne sur les notions de l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir toute nouvelle notification relative aux nouvelles vidéos diffusées sur la chaîne. Dans le présent cours, nous allons aborder les points suivants. Qu'est-ce que l'ingénierie? L'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, le processus de l'ingénierie de formation, le cahier de charges, les acteurs de l'ingénierie de formation, la notion de besoin, les objectifs de formation et les objectifs d'apprentissage, les référentiels, ainsi que l'évaluation. Le mot ingénierie est l'élément en commun entre les deux notions. Il faut savoir que le terme ingénierie a substitué celui de génie, souvent utilisé dans les études techniques et scientifiques. Voici l'acception donnée dans le dictionnaire Le Robert. Donc, la notion d'ingénierie recouvre l'étude globale d'un projet industriel sous tous ses aspects, qu'ils soient techniques, économiques, financiers ou sociaux, coordonnant les études particulières de plusieurs équipes de spécialistes. Selon l'Agence française de normalisation ou l'AFNOR, dans le domaine de formation, la notion d'ingénierie est un ensemble de démarches méthodologiques articulées s'appliquant à la conception de systèmes d'action ou de dispositifs de formation pour atteindre efficacement l'objectif fixé. Qu'est-ce que l'ingénierie de formation? Elle recouvre donc un ensemble d'activités de conception, d'études, de coordination de diverses disciplines pour réaliser et piloter un processus visant à optimiser l'investissement formation. On entend donc par l'ingénierie de formation un ensemble de démarches méthodiques et cohérentes qui sont mises en œuvre dans la conception d'actions ou de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé. C'est une démarche aussi de conception d'actions de formation de longue durée. Donc on parle de plans de formation permettant de prendre en compte un maximum de variables pour répondre de manière efficace et efficiente à une demande de formation. Donc c'est la définition qui a été donnée dans le dictionnaire des concepts clés de la pédagogie. Autrement dit, l'ingénierie de formation intervient à un niveau ou dans un niveau macro. Qu'est-ce que l'ingénierie pédagogique? L'ingénierie pédagogique intervient quant à elle au niveau micro. C'est une notion contemporaine de la montée des nouveaux dispositifs de formation, à savoir la formation à distance flexible, ouverte, individualisée, médiatisée, et concerne les pratiques pédagogiques elles-mêmes. C'est essentiellement une activité artisanale, individuelle, celle de tous les enseignants ou formateurs qui préparent leurs cours ou leurs interventions afin de concevoir des situations problèmes d'enseignement-apprentissage. Toute action d'ingénierie de formation passe inévitablement par les étapes suivantes. Nous commençons par la demande qui est formulée par l'organisme demandeur de la formation. Vient ensuite l'analyse de cette demande et des besoins du public apprenant. Ensuite, nous avons l'élaboration du projet ou la conception didactique des contenus à enseigner. Ensuite, nous avons la mise en œuvre de ce projet préalablement élaboré. Cinquièmement, nous avons le pilotage et la régulation de ce projet déjà mis en œuvre. Et à la fin, nous avons l'évaluation. Mais il faut retenir que les trois premières étapes font partie d'une phase ou de la phase d'investigation.
Par contre, les 3 dernières étapes font partie de la phase qu'on appelle phase de mise en œuvre. Le modèle d'ingénierie de formation le plus connu, voire le plus utilisé, c'est l'ADI. Dans l'ADI, nous avons 5 étapes, à commencer par l'analyse, puis le design, puis le développement, puis l'implantation et enfin l'évaluation. Ce modèle a été représenté par Gustafsson et Branck. Pourquoi l'ADI est le modèle le plus utilisé dans le monde de l'ingénierie de la formation? Il faut savoir que l'intérêt majeur de ce modèle est de fournir une approche guidée et détaillée lors de la création d'un projet de formation. Et en second lieu, l'ADI aide à intégrer tous les paramètres d'un projet de formation. Dans la première étape de ce modèle, nous posons les questions suivantes. Qui seront les participants et quelles seront leurs caractéristiques? Que devront apprendre les participants pendant le cours et quel en sera l'impact dans leurs travaux ou leur comportement? Quelles sont les ressources disponibles? Quelles sont les contraintes qu'ils peuvent rencontrer? Quelles sont les modalités de formation possibles, à savoir en distanciel, en présentiel ou hybride? On se pose également les questions suivantes. Quel est l'agenda global du projet, à savoir le volume horaire, la période, et ainsi de suite. Quels seront également les partenaires potentiels du projet et à la fin, quelles sont les compétences numériques des participants, notamment en TIC et en numérique quand il s'agit d'une formation en distanciel. Dans le design, nous nous occupons de définir les objectifs de formation, l'application des modalités et des méthodologies retenues pour la formation cible. Nous définissons également le contenu de cours ou de séquences de formation. Et enfin, nous essayons de créer un projet pilote qu'on va tester ou pré-tester auprès de la population cible ou d'un échantillon de cette population. Dans cette étape de développement, il est question d'identifier et de développer les activités de cours qui aideront les participants à apprendre en fonction des modalités retenues, à savoir des forums, des vidéoconférences, des ateliers ou même des activités participatives, de sélectionner et ou développer le matériel de formation, de sélectionner et ou développer les outils de formation tels que les plateformes de cours, de revoir le cursus de formation afin de s'assurer qu'il est conforme avec les objectifs de formation, de développer les stratégies et les outils nécessaires à l'évaluation de l'apprentissage des participants à l'issue de la formation, bien entendu, et à la fin, si c'est possible, de conduire une session pilote du projet ou une session de test. L'ingénieur de formation est appelé dans cette étape d'implantation à former, si nécessaire, les participants aux outils qui seront utilisés pendant le cours, à vérifier que les supports et outils de cours, à savoir équipements, plateformes de cours, livres, etc., fonctionnent de façon adéquate à délivrer les cours aux participants, à savoir les ou le demandeur de formation, et le public apprenant, et à évaluer tout au long du cours son déroulement ainsi que l'apprentissage des participants afin de pouvoir effectuer les changements nécessaires. C'est ce qu'on appelle la régulation. À la fin, l'ingénieur de formation évalue et revoit chacune des phases, à savoir l'analyse, le design, le développement et l'implantation afin de vérifier les objectifs s'ils étaient atteints ou non. Deuxièmement, l'ingénieur met en place le processus d'évaluation de la formation, donc le degré de satisfaction des participants. Qu'ont-ils appris pendant le cours? Quelles sont les conséquences de la formation sur leur
travaux et leur organisation, voire sur la société. Et à la fin, l'ingénieur de formation essaye de revoir et d'améliorer la formation en fonction des leçons apprises grâce à l'évaluation. Les acteurs de l'ingénierie. Nous avons en premier lieu le demandeur, c'est celui qui est à l'origine de la demande, autrement dit celui qui formule la demande. Il pourrait être un chef de service, un chef de département, un responsable hiérarchique. En deuxième lieu, nous avons le commanditaire, c'est l'instance qui fait appel à un prestataire de formation pour organiser une action. Nous donnons comme exemple un directeur d'une entreprise qui fait appel à une école privée pour former ses employés ou son personnel. Dans ce cas-là, le commanditaire, c'est ce directeur et le prestataire, c'est l'école de formation. Le maître d'œuvre pourrait être une instance interne comme les départements, les services de formation ou de personnel, ou externe comme les prestataires de formation, à savoir des écoles ou des instituts, voire des universités qui pilotent le projet, le suit et l'évalue. Et enfin, nous avons le bénéficiaire, ce sont les apprenants ou le public de futurs formés. Nous avons réparti ces acteurs comme suit. Dans la maîtrise d'ouvrage, nous avons le commanditaire ou celui qui commande une formation. Dans la maîtrise d'œuvre, nous avons le prestataire qui pourrait être une école, un institut, un groupe de concepteurs de programmes ou de formation. Et à la fin, dans la mise en œuvre, nous avons besoin des formateurs ou de ceux qui mettent en œuvre ce plan de formation ou ce dispositif de formation qui découle de cette action d'ingénierie de formation. Dans le domaine de l'ingénierie de formation, la demande est formulée par le biais d'un cahier de charges. Ce cahier de charges est élaboré par le commanditaire de la formation. Nous allons voir qu'est-ce qu'un cahier de charges. Donc, c'est un document par lequel le commanditaire exprime son besoin et ses exigences. Il est la base de dialogue entre le commanditaire et le prestataire. Autrement dit, c'est le canal de communication entre ces deux acteurs de l'ingénierie de formation. Selon l'AFNOR toujours, le cahier des charges est un document rassemblant les obligations et les éléments nécessaires pour définir un besoin et les principales contraintes à respecter pour le satisfaire. Quels sont les éléments d'un cahier de charges? Premièrement, nous avons le contexte. Cette section par laquelle commence tout cahier de charges, dans laquelle on trouve le positionnement politique et stratégique du projet. En deuxième lieu, nous avons les objectifs. Très rapidement, le cahier de charges doit permettre de comprendre le but recherché afin de permettre au maître d'œuvre d'en saisir le sens. En troisième lieu, nous avons le périmètre du projet qui permet de définir le nombre de personnes ou les ressources qui seront impactées par sa mise en place. En quatrième lieu, nous avons le calendrier. Donc, ce dernier est souhaité par le maître d'ouvrage et doit être très clairement explicité et faire apparaître la date à laquelle le projet devra impérativement être terminé. Idéalement, des jalons seront précisés afin d'éviter un effet tunnel. En dernier lieu, nous avons les clauses juridiques. Il faut savoir qu'un cahier de charges étant un document contractuel, autrement dit, un contrat entre deux parties, à savoir un commanditaire et un prestataire, il est consigné par le maître d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage possède généralement un certain nombre de clauses juridiques permettant par exemple de définir à qui revient
la propriété intellectuelle de l'ouvrage, les pénalités en cas de non-respect des délais ou encore les tribunaux compétents en cas de litige. Quelles sont les tâches des acteurs principaux d'une action de formation? Du côté du commanditaire, il est appelé à analyser et cerner son besoin, à formuler et élaborer avec précision sa demande et d'en préciser les exigences. Du côté du prestataire, il se charge d'analyser la demande, voire négocier la demande avec le commanditaire si cette dernière n'est pas claire, et ainsi il passe à une étape qu'on appelle la clarification de la demande pour pouvoir dégager les besoins réels du public cible. Et en second lieu, il se charge de concevoir les modalités de la formation en question. Les phases d'intervention active des acteurs en ingénierie de formation. Dans ce tableau, nous allons voir les tâches et les moments d'intervention de chaque acteur. Commençons par le concepteur pédagogique qui intervient au moment de l'analyse et de la conception. Ce dernier a pour rôle de réaliser des analyses préalables d'un projet de formation, faire le design pédagogique ou la conception des projets de formation. En deuxième lieu, nous avons le médiatiseur. Ce dernier est un acteur qui a pour rôle de produire ou réaliser des matériels de formation en utilisant les outils et technologies appropriés. Il intervient au moment du développement. En troisième lieu, le facilitateur de l'apprentissage qui a pour rôle d'accompagner et d'encadrer les étudiants ou les apprenants au moment de la diffusion, de l'implantation ou de la prestation de la formation en faisant appel aux approches, modèles et outils de la technologie éducative. Il intervient au moment donc de l'implantation. Le gestionnaire de projet, c'est la personne qui a pour rôle de gérer les ressources humaines, temporelles, matérielles, logistiques et financières de projets d'ingénierie pédagogique. Donc il intervient à tout moment, pendant, avant et à la fin de la formation ou le dispositif de formation. Nous avons l'expert de contenu qui intervient au moment de la conception et ce dernier, il a pour rôle de spécifier et structurer les contenus. L'évaluateur intervient au moment de l'évaluation, donc au dernier moment de la formation, et nous avons les apprenants et le demandeur ou du système d'apprentissage qui interviennent tout au long du processus ou des phases de l'ingénierie de formation. Objectifs d'apprentissage. Avant de commencer, il faut distinguer les objectifs d'apprentissage ou les objectifs pédagogiques des objectifs de formation. Ces derniers, ce sont des objectifs formulés ou assignés avant la conception et la mise en œuvre d'une formation. Les objectifs de formation sont globaux et généraux et englobent les objectifs d'apprentissage. Autrement dit, c'est les objectifs d'apprentissage qui se déclinent de l'objectif de formation. Il y a donc une relation d'inclusion entre ces deux types d'objectifs. Nous voyons ensemble les types d'objectifs et la procédure de leur formulation, commençant par l'objectif univoque par opposition à équivoque, c'est-à-dire il se comprend dans un seul sens et permet de vérifier la compréhension. Nous avons l'objectif observable qui est formulé avec un verbe d'action suivant la taxonomie de Bloom. En dernier lieu, nous avons l'objectif contextualisé qui permet de mentionner les conditions de manifestation de l'action
et indique le niveau d'exigence mentionné dans le cahier de charge, plus les critères d'évaluation à la fois du dispositif de formation et des apprentissages. La notion de besoin, une notion primordiale, voire centrale dans une action d'ingénierie de formation basée essentiellement sur l'analyse des besoins. Si on veut bien définir ce qu'est un besoin en didactique, on va utiliser cette équation pour pouvoir comprendre la notion de besoin qui est égale à la situation souhaitée moins la situation actuelle. Autrement dit, c'est un rapport différentiel qui nous permet de comprendre la notion de besoin qui est en fait un écart entre une situation actuelle ou un état initial et une situation souhaitée. Qu'est-ce qu'un référentiel? Le référentiel est une notion et un document très important dans l'action de l'ingénierie pédagogique. Le référentiel de formation est l'inventaire des compétences visées par la formation, des contenus pédagogiques associés et des critères de réussite. C'est notamment un outil d'aide à la construction d'une formation. Nous distinguons trois types de référentiels dans l'ingénierie de formation que nous allons voir comme suit. Nous avons un référentiel qui relève uniquement du champ professionnel, un autre du champ éducatif et un référentiel qui relève des deux champs à la fois. Commençons par le référentiel d'activité d'emploi dans lequel l'ingénieur de formation identifie et synthétise les activités et l'emploi dans son environnement. En deuxième lieu, nous avons le référentiel de compétences dans lequel on fait un repérage et une déclinaison des différents savoirs sollicités dans la relation individu-emploi. En dernier lieu, nous avons le référentiel de formation qui relève exclusivement du champ éducatif et c'est le référentiel le plus important dans lequel on trouve l'ensemble des objectifs, des programmes et des contenus de formation qui permettent une progression pédagogique et une appropriation par l'apprenant. Dans ce référentiel, on trouve également les critères d'évaluation à la fois du programme et des apprentissages. Autrement dit, l'action d'ingénierie pédagogique ou l'ingénierie de formation est sanctionnée par l'élaboration de ces trois types de référentiels. Méthode d'évaluation dans une action d'ingénierie de formation. Les méthodes utilisées en ingénierie de formation sont les mêmes utilisées habituellement dans n'importe quel dispositif de formation, à commencer par les tests et examens écrits ou examens sur table, les pratiques et les performances comme on les fait au laboratoire, les exposés et les examens oraux, les rapports de stage, les mémoires de fin d'études, les jeux de rôle et les simulations, les résolutions de problèmes comme dans l'approche par compétences, les stages dans des situations professionnelles, les portfolios et les blogs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo tout en espérant avoir apporté des éléments de réponse à des questions relatives à l'ingénierie de formation et à la prochaine dans une nouvelle capsule vidéo.